Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Cette vidéo est la 5e d'une série de 7 qui vise à vous transmettre des techniques de mise au travail en s'appuyant sur des recherches en psychologie sociale. Je m'appuie donc sur le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, dans lequel l'auteur s'attache à mettre en évidence les techniques de manipulation utilisées par ce qu'il appelle des professionnels de la persuasion dans le domaine de la vente, du marketing, voilà, mais plus généralement ça l'amène à repérer des mécanismes psychologiques qui agissent comme des leviers pour influencer le comportement. Donc j'ai déjà réalisé 4 vidéos sur les 4 premiers principes psychologiques mis en évidence par l'auteur: la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale et l'autorité. Donc cette vidéo est la 5e sur le thème de la sympathie. Elle vise à mettre en évidence... Alors, il s'agit à chaque fois de mieux comprendre les mécanismes psychologiques en jeu pour non pas que vous puissiez mieux manipuler les autres ou que vous arriviez à déjouer les stratégies d'influence des gens qui sont autour de vous, mais pour mieux en fait vous comprendre, mieux cerner comment vous fonctionnez pour utiliser ces techniques d'influence à votre avantage et repérer quelles sont celles qui vont être les plus à même de vous aider à vous motiver et à dépasser votre propension à la procrastination, à savoir le fait de toujours remettre à plus tard des activités dont vous savez pourtant l'intérêt que vous auriez à les réaliser en temps et en heure. Donc là il s'agit du principe de sympathie. Comme dans les autres vidéos, je vais vous exposer 2 exemples qui sont rapportés par l'auteur dans son ouvrage, qui mettent en évidence le principe psychologique en question. Alors d'abord, Robert Cialdini synthétise un nombre incalculable d'études qui ont été faites dans le cadre des procès civils aux États-Unis, pardon, où en fait, dans le cadre des procès civils, les auteurs d'infractions doivent payer des dommages et intérêts à la victime du préjudice. Ces procès ont lieu beaucoup dans le cadre, avec des jurys populaires, et les gens sont donc amenés les jurés populaires sont donc amenés à déterminer quel est le montant d'argent que l'auteur de l'infraction va devoir verser à la victime en compensation du préjudice subi. Et les études ont montré que plus l'auteur de l'infraction était d'apparence physique agréable et renvoyait un contact sympathique, moins les frais demandés, moins les dommages et intérêts qu'il avait à payer étaient élevés, avec l'idée qu'il y aurait vraisemblablement un lien entre l'apparence physique et la sympathie dégagée par une personne et sa capacité à influencer le jury dans ce cas en particulier. Le deuxième exemple que je voulais vous rapporter, alors Robert Cialdini explique qu'un jour il est contacté par un présentateur météo d'une grande chaîne nationale. Il le rencontre et cet homme lui dit que il en peut plus. Systématiquement, dès qu'il annonce que le temps sera mauvais, il a des remarques désagréables à la fois de ses collègues de travail, mais également de sa famille, de ses amis, des gens qui croisent, qui le reconnaissent dans la rue, et que c'est insupportable et qui demande donc au professeur de psychologie sociale de lui expliquer pourquoi il est soumis, il dit c'est quand même pas moi qui suis responsable du temps, mais pourtant tout se passe comme si j'étais à l'origine de la pluie, du froid, et qu'on venait m'en faire reproche spontanément dans la rue ou ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça nous amène à repérer ces différents exemples ? Nous avons tendance à nous laisser plus facilement persuader par une personne que nous jugeons sympathique. Alors, c'est la même photo que j'ai montrée à mes étudiants pour leur présenter le principe de sympathie. Ils m'ont dit que j'avais mal choisi la photo. Moi, j'ai pris cette photo-là parce que je trouvais que le gars avait l'air très sympathique, mais manifestement, tout le monde n'y est pas sensible de la même manière. Vous pouvez remplacer la photo par celle qui vous conviendra. La conclusion reste la même. Une personne sympathique va nous influencer plus facilement qu'une personne que nous jugeons non sympathique.
Du coup, ça invite à se poser la question de savoir quels sont les facteurs de sympathie. Qu'est-ce qui nous amène à trouver une personne sympathique ou pas? Et là, Robert Cialdini met en évidence tout un ensemble de critères. Tout d'abord, l'apparence physique. Alors, j'ai une collègue qui fait un cours de communication et qui m'expliquait que les premiers cours, elle arrivait toujours bien habillée, avec voilà, une jupe, une robe, un pantalon chic, et qu'effectivement, son apparence renvoyait un certain nombre d'informations aux étudiants qui, sans même l'entendre ou avoir assisté à un de ses cours, l'appréhendait de manière comme quelqu'un de sérieux, de confiance, du fait de son apparence physique. Et puis le jour où elle est venue faire le cours sur les préjugés liés à l'apparence physique, eh bien elle est venue habillée, elle m'expliquait qu'elle était venue habillée tout en cuir, pantalon de cuir, blouson de cuir, etc. Et que les étudiants ont eu une réaction un peu de surprise, et qu'elle leur demandait, voilà, et si j'étais habillée comme ça le premier cours, est-ce que vous m'auriez prise au sérieux de la même manière? Et là, tous ont reconnu qu'effectivement, vraisemblablement que non. Donc l'apparence physique a une importance. D'autres études montrent aussi que nous avons tendance à accorder ou à présupposer plus de qualité à une personne qui a un physique agréable. Une personne qu'on juge d'apparence belle ou jolie, eh bien on va lui accorder plus de gentillesse, plus d'intelligence, plus de compassion, voilà, on va la parer de tout plein de qualités sans même la connaître. Deuxième critère de sympathie, la similarité. Nous avons tendance à appréhender comme étant plus sympathiques des gens qui nous ressemblent. Alors par la couleur de peau, par le même âge, par la même manière de parler, etc. La même manière de s'habiller. Tous ces éléments qui visent à rendre l'autre identique à nous-mêmes nous invitent à le juger par préjugé plus sympathique qu'une personne qui a priori serait différente de nous. Les compliments. Alors là aussi, de nombreuses études ont mis en évidence que nous jugions plus sympathique une personne qui nous faisait des compliments plutôt qu'une personne qui ne nous en faisait pas, même quand nous savons que ces compliments sont sur des bases fausses ou exagérées. Les contacts et la coopération, ça met en évidence que nous allons développer un sentiment de sympathie à l'égard des personnes avec lesquelles nous avons collaboré dans un objectif commun. Là, il met en évidence des actions qui ont été menées dans des écoles où il y avait des bandes rivales, les enfants étaient il y avait des groupes et des rivalités importantes et de l'agressivité, et qu'à un moment donné, tous étaient montés dans un car pour une sortie scolaire, et que le car était tombé en panne, et qu'il avait fallu que chacun mette la main à la pâte pour se sortir de la situation difficile, et le fait que les jeunes aient eu à collaborer entre eux avait fait tomber beaucoup de tensions et de préjugés, et que cette obligation du fait des circonstances de devoir coopérer avait favorisé le lien de sympathie entre les personnes. Et enfin, les associations, donc là ça renvoie à notre présentateur météo, nous avons tendance à associer le messager et le message. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de messagers qui transportaient les informations sur les batailles, les guerres, etc. Si le messager apportait une bonne nouvelle, une bataille remportée, à ce moment-là, c'était le roi de la soirée, il avait une place d'honneur au banquet, etc. Par contre, s'il amenait la nouvelle d'une défaite, à ce moment-là, on lui coupait la tête. Donc, l'idée c'est que c'est moins radical aujourd'hui, mais qu'il y a toujours cette tendance à associer une personne au message qu'elle transmet. Il y a une autre étude qui a été mise en place où on demande à une personne de transmettre un message. Alors d'abord le message, on lui demande de transmettre un message positif, et à d'autres on demande de transmettre un message négatif. Quand le message est positif, la personne donne spontanément la nouvelle, et ainsi elle est associée à la bonne nouvelle qu'elle vient de transmettre. Par contre, quand le message est négatif, en général, les personnes disent à l'autre, écoute, il faudrait que tu rappelles ou que tu vois un tel, il a un message pour toi, mais sans donner la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a un phénomène justement d'association et de confusion entre le messager et le message. Comment maintenant repérer les liens entre la motivation et des moyens de se mettre au travail et le principe de sympathie? Alors, ça a fait bondir certains étudiants. Se faire des amis. Pourquoi ?
les étudiants ont dit ouais mais madame, si on se fait pas d'amis, enfin je veux dire, ça suppose vraiment qu'on a un problème quoi. Bon, c'est pas si simple que ça. Je pense à un étudiant qui était venu me voir une année parce qu'il n'arrivait pas à se motiver, parce qu'il était voilà, il n'arrivait pas à se motiver. On partait de là. Donc je le rencontre et il m'explique en fait il était arrivé en école d'ingénieur après un DUT qu'il avait fait dans la ville de Dijon. Et à Dijon, pendant 2 années, il s'était fait plein d'amis. Il avait une petite amie. Il était impliqué dans une équipe de handball, il faisait les entraînements, c'était important, etc. Et là, dans le cadre de son projet professionnel, il était venu étudier dans une autre ville, et ça l'avait amené. Il n'avait pas coupé les liens avec ses amis, mais du coup, il n'avait pas envie de se poser dans la nouvelle ville où il étudiait. Il revenait tous les week-ends, il revenait chez lui à Dijon, il continuait à faire les matchs. Bon il voyait sa petite amie. Et cet entourage familial, amical, était essentiel pour lui, constituait une base de son équilibre et de son bien-être, et faisait que il lui faisait perdre toute motivation pour le projet de formation dans lequel il était inscrit. Alors je sais que ça fait aussi bondir certains étudiants qui mettent vraiment la réussite, le projet professionnel, etc. au-dessus de toutes les autres préoccupations qu'ils pourraient avoir, mais sachez que nombreux sont aussi les étudiants qui nous avons besoin d'un environnement affectif stable et rassurant pour nous avoir la disponibilité et le bien-être nécessaire pour s'impliquer dans les études qu'on a choisies. Alors du coup, si vraiment vous sentez que votre motivation vacille du fait de ne pas avoir vos amis ou votre famille ou votre petite amie à proximité, une des manières de renverser un peu la tendance, c'est effectivement de vous faire des amis. Donc d'aller dans les soirées, de participer à toutes les manifestations qui permettent de rencontrer des gens. Sachez que si vous êtes inscrit dans un circuit d'études spécifique, vous arriverez forcément à trouver des gens qui ont des intérêts et qui vont rejoindre les vôtres, et que le fait de se créer comme ça un entourage avec des gens avec qui on est bien et qui poursuivent les mêmes objectifs que soi favorise l'implication, la motivation, l'envie, et participe d'un équilibre général qui va favoriser votre motivation. Alors, je sais que tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions en ce qui concerne l'investissement des relations sociales. Aller à une soirée, aller vers les autres, discuter, parler de soi, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, et que vous avez la possibilité d'employer des chemins ou de prendre des chemins détournés dans le même objectif. Le fait de faire partie d'une association fait que vous allez retrouver des gens qui a priori s'intéressent aux mêmes choses que vous, mais pas pour se faire des amis a priori, mais simplement pour pratiquer un sport ou une activité. Je pense à une étudiante qui c'était très compliqué pour elle de s'installer dans la ville où elle était, mais elle aimait le dessin, et donc elle s'était inscrite à un cours de dessin, et c'était par ce biais-là qu'elle avait pu rencontrer des gens et donc trouver ensuite du plaisir à revenir. Alors faire partie d'une association, quand vous êtes dans des institutions, dans des structures universitaires ou scolaires, il y a forcément des équipes sportives, des associations de toutes sortes, de tous les domaines, qui vous permettent de vous rencontrer autour d'un intérêt commun. Là, je voudrais faire un point aussi sur l'investissement de votre logement. Pour les étudiants qui vivent seuls pour la première fois, qui doivent donc s'occuper de faire le ménage, les courses, etc., la vaisselle, leur linge, c'est souvent plus compliqué qu'on ne le pense. Et du coup, on peut progressivement vivre dans un environnement dans lequel on n'est plus bien du tout, ce qui donne envie d'aller chez les autres, ce qui donne envie de sortir, en tout cas ce qui donne pas envie de rentrer chez soi. Donc investir son logement, être dans un endroit où on est bien, avoir des choses au mur, avoir un peu quelque chose dans le frigo à manger, tous ces éléments-là, ça favorise aussi l'envie de revenir chez soi et pour travailler ou autre, mais en étant bien. Je pense à des étudiants qui, au bout d'un moment, une étudiante qui me disait mais qu'elle oubliait régulièrement de manger.
et que en même temps elle n'avait pas vraiment envie de se faire à manger pour elle toute seule, que ben voilà, ça favorise aussi le fait de déprimer, le fait de ne pas se sentir super bien et donc de pas être disponible pour investir ses études. Bon ben elle m'expliquait elle avait un copain qui habitait pas loin et ils s'étaient comme ça, ils avaient décidé de au moins 2 fois par semaine de s'inviter l'un chez l'autre pour se faire à manger. Donc faire à manger pour deux, et ben c'était plus motivant que faire à manger pour soi-même seul. Donc voilà, ils avaient décidé que 2 soirs par semaine, ils étaient sûrs de manger et de bien manger. Et donc ils s'invitaient mutuellement pour se faire le repas. Et le fait d'inviter des gens chez soi oblige un peu à tenir son intérieur un minimum propre et rangé. Et donc ça va avec le reste, quoi. Une dernière astuce que je peux vous donner, c'est aussi le fait de trouver un rituel de mise au travail. Toujours repenser à l'association pour le présentateur météo entre la nouvelle qu'il donne et sa personne. Bon ben là, il s'agit de trouver un rituel qui va vous amener à associer une chose que vous aimez avec la mise au travail qui parfois peut être compliquée. Donc trouver un rituel de mise au travail, ça peut être une aide à dépasser ce moment qui est souvent compliqué. Donc par exemple, vous faire un thé ou un café, retirer de votre plateau de votre bureau tout ce qui ne concerne pas la tâche que vous allez devoir réaliser. Ça peut être faire quelque chose qui vous prend pas et qui vous accapare pas, qui va pas vous amener à y passer 2 heures, quoi. Si ranger votre bureau c'est un truc qui peut éventuellement vous prendre 2 heures, voilà, ça va pas. Il faut que vous trouviez un rituel agréable qui va vous aider à négocier l'étape de mise au travail. Une dernière, donc celle d'avant c'était l'avant-dernière, donc la dernière que je vous propose, ça concerne la collaboration contre la compétition. Le fait de collaborer dans un objectif commun, c'est un puissant moteur de motivation. Le fait de s'associer, alors ça renvoie au principe de réciprocité qui était le thème de la première vidéo. Je sais que certains étudiants sont aussi très stimulés par la compétition et le fait de se donner un objectif d'être meilleur que les autres. C'est ce qu'on abordera dans l'avant-dernière vidéo, le principe de rareté. Mais sachez que la collaboration favorise les liens d'entraide et peut être un puissant moteur de motivation. À bientôt sur étudierplusefficacement.com.